Oui, c'est bon. Donc je partage, je continue à partager mon écran et on va commencer donc les règles de vie. Donc micro coupé s'il vous plaît et on interagit via le chat. Dès que vous avez des questions, j'essaierai d'y faire un aller-retour. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, je vous le dis, c'est que je vais avoir l'œil qui va être aussi concentré sur la salle d'attente parce que malheureusement Zoom a de nouvelles fonctionnalités qui sont plutôt restrictif par rapport à avant. Avant, je pouvais ouvrir la salle d'attente et maintenant, c'est impossible pour moi. Donc, je suis obligé d'accueillir les retardataires en même temps que je vous parle. Donc, ça, c'est un peu problématique. La prochaine fois, je passerai par un code, mais ça fait partie des aléas du quotidien, qui sont notre quotidien d'ailleurs, d'autant plus aujourd'hui en mode crise sanitaire. Donc, parfois, on en arrive à un peu bricoler. Bah, ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, avant de commencer, je vais vous partager ce que dit Jean-Claude Van Damme, et puis après, je vous ferai réagir sur ce que dit Jean-Claude Van Damme de notre atelier. C'est très dur de jouer répliquant parce que jouer bête, c'est facile, hein, c'est jouer bête. Mais jouer neutral, neutral, c'est entre le yin et le yang. Et j'ai essayé de faire mon mieux. Et j'ai pas réussi. Il n'y a personne qui sait réussir ça. Enfin, pas encore de nos jours. D'être vraiment cette personne centrée. On ne pense pas vertical, horizontal, on pense vertical. C'est-à-dire qu'on est bien droit dans la vie. On ne pense pas aux heures, aux secondes. Tout est neutral. C'est le milieu de n'importe quelle vie, n'importe quel cas, futur, passé. C'est vertical, c'est neutre. Et c'est ça qui m'a plu dans le film. Si les gens comprennent ce que je dis, c'est parce qu'ils vont me prendre pour un... Alors, effectivement, peut-être qu'il y en a qui ont compris déjà où je veux en venir, où Jean-Claude veut en venir. En tout cas, moi, je trouve que ce que dit Jean-Claude, il y a beaucoup de vrai. Donc, d'ailleurs, dans beaucoup de choses que dit Jean-Claude, avec ses mots à lui, bien sûr. Et il y a un lien direct, en tout cas, avec ce qu'on va voir ensemble. Donc, jouer neutral, comme il le dit. D'ailleurs, ça peut être un sujet de conversation entre vous, puisque là, je vais vous amener dans des sous-salles, dans des sous-commissions, et vous allez faire connaissance avec les uns les autres. Zoom a une super fonctionnalité qui s'appelle diviser en sous-groupes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Et moi, ce que je vais vous amener à faire, c'est pendant 5 minutes, apprendre à faire connaissance. Et essayer de réfléchir à qu'est-ce que veut dire Jean-Claude Van Damme quand il dit jouer neutral et comment ce qu'il vient de dire peut être lié avec ce qu'on va faire ensemble. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir là-dessus. Je vais diviser en sous-groupes. Nous sommes aujourd'hui là, je crois, 42. Donc, je vais faire, avec mon calcul mental, allez, 7 sous-salles, allez, même plus, allez, 8. 8 sous-commissions. Je vais attribuer donc automatiquement et de manière complètement aléatoire les sous-commissions et je vais vous envoyer en sous-commission. Donc, ça veut dire que vous aurez un petit pop-up qui va s'afficher pour dire veuillez rejoindre votre sous-commission et puis je vous rapatrierai ensuite. Objectif pour nous pendant 5 minutes, faire connaissance les uns les autres et essayer de discuter à qu'est-ce qu'il a bien voulu dire Jean-Claude et quel est le lien avec ce qu'on va faire juste après. C'est parti pour les sous-commissions. Je vous envoie en sous-commission. C'est parti. Alors, François, Magali, voilà, voilà, je vois que vous commencez à vous connecter. Il reste Sylvie, François et Magali. Donc, vous avez normalement une petite pop-up qui s'est affichée sur votre écran pour rejoindre les sous-commissions. Et vous avez jusqu'à 47 pour faire connaissance les uns les autres.
Ah, c'est marrant, quand je reviens maintenant, j'ai plus de micro. Je crois que j'ai coupé les micros de base. C'est super ça. Ça, c'est super. Ça m'évite d'avoir des gros problèmes derrière. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez découvert des nouvelles personnalités, des nouvelles personnes. C'est aussi ça, hein, on fait le réseau comme ça par hasard. Moi, j'aime beaucoup le concept du hasard. Et c'est pour ça que j'adore ce que propose Zoom justement dans les salles aléatoires. Je trouve que ça recrée un petit peu de l'informel en fait. Ce qui se passe quand on est à la machine à café en présentiel, bah, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. C'était d'ailleurs le sujet de mon précédent atelier, c'est le comment recréer de l'informel à distance. Et je trouve que ça, c'est une option intéressante à bien des égards. Waouh! Là, j'ai toutes les vignettes qui s'affichent. C'est vraiment impressionnant. Alors, je crois que tout le monde est de retour. Bah, écoutez, je suis ravi en tout cas d'avoir été l'intermédiaire pour que vous fassiez tous connaissance. J'espère que vous ne connaissiez pas déjà et que vous avez pu découvrir de nouvelles personnalités. Et même si vous connaissiez, j'espère que vous avez pu redécouvrir un petit peu des personnes sous un nouveau jour. Donc, l'idée, c'était aussi de se dire, bon, bah, qu'a voulu dire Jean-Claude? J'ai entendu, parce que je me suis baladé entre certaines salles, effectivement, bon, vous aviez très bien ciblé, en même temps, vous veniez aussi un peu avec cet esprit-là. C'est l'idée que on a trois temporalités. Quand Jean-Claude dit neutral, moi, je le comprends comme l'instant présent. C'est-à-dire que dans la façon d'aborder le monde, de voir le monde, euh, on a plusieurs options. En tout cas, on a plusieurs choses qui nous passent à l'esprit. Là, à l'instant où je vous parle, eh bien, par exemple, il y a une partie de mon attention qui est dans la préparation de potentiellement devoir mettre un micro en off ou alors regarder dans la salle d'attente, comme je vous ai dit au début, anticiper en fait le fait qu'il y ait une personne qui vienne en salle d'attente. Ce qui fait qu'une partie de mon énergie n'est pas totalement consacrée à l'instant présent, mais consacrée à l'anticipation. C'est ce que j'ai appelé le futur. Donc, il y a deux niveaux. Il y a de manière consciente et puis aussi de manière inconsciente. Donc, il y a toute une partie aussi qui est liée à un ressenti, un feeling, dans le fait que par le passé, lorsque j'ai déjà animé des ateliers de cette manière, eh bien, par le passé, peut-être j'ai eu des choses qui se sont mal passées avec tel type de personnalité. Alors, ce n'est pas forcément le cas de manière consciente, mais de manière inconsciente, j'ai accumulé une expérience qui me fait dire que je ne le sens pas ou je ne sais pas trop l'expliquer, mais j'anticipe un peu ce qui va se passer derrière. Donc ça, c'est toute une partie d'une énergie qui n'est pas consacrée à l'instant présent et qui va aller vers le futur. Et puis, il y a une autre partie aussi de mon attention qui va être portée sur le passé, m'appuyer déjà sur les apprentissages de manière consciente, ne pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Donc, d'être tourné vers le passé de manière positive pour pas refaire aussi ce que j'ai déjà mal fait. Et puis aussi, pareil, le ressenti des expériences passées qui nous reviennent. Il y a aussi la possibilité d'être dans la rumination. J'ai mal fait ça, et ben je pense à mince, ce matin, je me suis disputé avec mon frère, je lui ai dit des trucs qui ont dépassé ma pensée, et en fait, mon esprit est un petit peu aussi dans le passé à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce que c'est que d'être dans le présent? C'est finalement être dans le présent en observation de ce qui se passe. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Sans forcément analyser la chose, juste ressentir. Donc, on passe par les cinq sens d'abord. C'est regarder, en fait, observer ce qui se passe dans l'instant présent. Et ça, on va le voir, il y a plein de choses qui viennent parasiter cette capacité à rester là et sans analyser, sans juger, en étant là dans l'action. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que le présent, c'est le seul temps sur lequel on a prise. C'est le seul temps sur lequel on peut faire des choses. Je vous dis je vous fais part de mon expérience, c'est que paradoxalement, c'est aussi le temps où on est parfois très peu. On se dit j'aimerais tellement pouvoir réussir mon examen, j'aimerais tellement ah là 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 je vais passer mon code la semaine prochaine, ça me perturbe. J'avais une amie qui me disait et j'ai compris le sens de cette phrase très longtemps après, y penser, c'est le vivre deux fois. Si on anticipe quelque chose qui va potentiellement mal se passer, en fait, y penser, c'est un peu le vivre deux fois. Je trouve que c'est très vrai. C'est-à-dire, vivre l'instant présent, être dans l'action à l'instant présent, c'est la seule manière de se sauver de tout ça. C'est la seule moyen de contrôler ce qui se passe autour de nous.
Et c'est pas en pensant à un événement problématique, une prise de parole qui nous fait flipper ou à quelque chose qui s'est mal passé par le passé. C'est pas en y pensant qu'on va changer les choses. La seule manière de changer les choses, c'est maintenant. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, en fait, qui va derrière nous expliquer pourquoi l'impro est importante à ce niveau-là. Mais avant de continuer, je voudrais que vous puissiez me répondre dans le chat et me dire, d'après vous, quel est en moyenne le temps que vous consacrez à l'observation du présent? Moi, je vous le dis tout de go, je pense que l'énergie que je consacre vraiment à l'instant présent, à l'observation de l'instant présent et au ressenti de l'instant présent, c'est environ, je dirais, 15 à 20%. Le reste, c'est de l'analyse, le reste, c'est du futur, le reste, c'est de repenser au passé. Je vous le dis, voilà, en étant, après, c'est une observation, une auto-observation, donc elle vaut ce qu'elle vaut. Mais vous, d'après vous, justement, quel est le pourcentage de votre concentration à l'instant présent dans l'analyse et le ressenti de l'instant présent? Ceux qui font de la méditation, parfois, on développe un peu cette capacité d'attention à l'instant présent. Allez-y, répondez-moi dans le chat. Normalement, j'ai pas fait le 49.3 sur le chat, donc vous pouvez répondre. Discussion, je regarde. Ça dépend des moments, nous dit Patricia, mais en moyenne, non, pas en ce moment, mince, j'aurais voulu lire en ce moment, mais en moyenne, c'est 50%. 20%, j'anticipe beaucoup, nous dit Massan. Super. 15 à 20%, 20% pour Julie, 10% pour Aurélie. Ah, Eva, vous nous en parliez tout à l'heure. En sport, 70%, 25% sinon. Pas assez, nous dit Cécile. Anne nous dit 30%. C'est intéressant, le sport, la concentration sur l'action. On va beaucoup en parler de ça. Un peu plus de 50%, donc il y a des personnes qui sont hyper focus, ça c'est super. Difficile à quantifier, oui, tout à fait. Donc ça passe par c'est une auto-observation, effectivement. Pour les personnes qui me disent difficile à quantifier, Raphaël notamment, maintenant je vous engage à réfléchir à ça. Essayez de voir en fait en auto-observation, de voir quelle est la part de ma concentration qui est consacrée à l'instant présent. Ça dépend des activités, ça, clairement. Et ça, c'est ce qu'on va voir. C'est aussi d'avoir préparé avant qui me permet d'être disponible à l'instant présent. C'est pas faux. C'est pas faux. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de l'improvisation. 15-20%. Oui, tout à fait. Le sujet de l'impro, d'ailleurs, est souvent mal compris parce qu'on pense impro, on pense tout de suite à l'arrache. Souvent, quand je me dis impro, des personnes, par exemple, que je vais former ou coacher sur de la prise de parole, ils me disent ah, mais moi, je suis nul en impro. Je suis nul en impro. Moi, j'ai besoin de préparer. Eh bien, l'improvisation, ce n'est pas préparer. C'est préparer différemment. C'est préparer à ce que tout peut arriver. Se préparer à ce que tout peut arriver. Et c'est la grosse différence qu'on va faire avec ce qu'on entend par une préparation. C'est que parfois, on prépare, mais on prépare dans la mesure où on essaye de tout contrôler, en fait. De se dire, là, à ce moment-là, je vais dire ça, à ce moment-là, je vais dire ça. Je dis pas, pourquoi pas. Le gros problème, c'est que souvent, à ce moment-là, ça va dépendre de tellement de facteurs, de tellement de choses qui peuvent changer. Imaginez, aujourd'hui, je vous parle de ça, on est dans une période où la veille n'est pas la vérité du lendemain. Et si vous voulez essayer de contrôler ce qui va se passer demain, si vous voulez essayer de préparer, de tout caler à tous les niveaux, eh bien, vous risquez d'être déçu, très déçu. Et donc, si vous n'avez pas cette capacité en fond, en mémoire de travail, de se dire tout peut arriver, eh bien, vous allez avoir cette tendance à vouloir trop contrôler, à vouloir trop cadrer tout ce que vous allez dire. Donc, c'est cette capacité à préparer différemment qui va faire le sel de l'impro. Et pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si dur? Continuez effectivement à me donner Alors, pourquoi c'est important de mettre dans le chat? C'est parce que moi, je vais relire le chat. Moi, j'enregistre le chat. Et je relis les phrases comme ça, les verbatims, et puis je vais les poster aussi sur mon réseau LinkedIn quand il y a des choses que je trouve intéressantes. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à réagir, ça peut être toujours intéressant pour après. Je vais continuer quand même dans la présentation. Donc pourquoi c'est si difficile? Alors moi, j'ai identifié trois éléments qui me paraissent être une explication de pourquoi c'est si difficile d'être totalement dans le présent. La première explication,
elle est dans nos gènes, elle se retrouve dans nos gènes, la façon dont nous avons été conçus comme espèce et comment notre espèce s'est développée. Elle s'est développée et elle a survécu grâce à ça aussi, grâce à la capacité à faire des raccourcis qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans la prise de décision. C'est-à-dire que l'homo sapiens, pas encore sapiens, quand il observait, voilà, il a vu son collègue se faire dévorer par un tigre à dents de sabre, et juste avant, il a associé ça au fait qu'il y a eu un bruit dans les buissons. Et ben, la prochaine fois qu'il y a un bruit dans les buissons, il va essayer de réfléchir, il va se sauver, comme tout animal le ferait. Et c'est ce qui lui sauve la vie d'ailleurs. Et c'est ce qui a permis qu'il puisse exister et perdurer parmi d'autres animaux avec des instincts peut-être plus développés. Et aussi, c'est grâce à ça qu'il a pu se servir ensuite de son intelligence et devenir l'espèce dominante qu'on connaît. C'est la première chose qui me paraît intéressante, des raccourcis que notre cerveau fait. La deuxième chose, c'est que si notre cerveau devait prendre en considération tout ce qui se passe à chaque seconde, il exploserait. On a des millions de stimulus qui nous parviennent à tous les niveaux sensoriels à chaque instant. Si on devait se souvenir de tout, ça serait très compliqué. Si chaque seconde, on devait emmagasiner toute cette information sans faire de raccourcis, ça serait extrêmement compliqué. Donc, notre cerveau va faire quelques raccourcis, même beaucoup de raccourcis, et il va nous aider à survivre là aussi. D'ailleurs, ça a un nom, ces raccourcis. Hein. Ça donne lieu d'ailleurs à ce qu'on appelle des biais cognitifs. C'est sans doute celui qui est plus observé. Enfin, en tout cas, moi, j'observe parfois avec peur et parfois avec délectation. C'est le biais de confirmation. Je ne sais pas si vous connaissez ce biais de confirmation, mais on le voit dans les réseaux sociaux. C'est si j'ai envie de croire que l'homme n'est pas seul n'est pas seul, qu'il y a une race extraterrestre qui a envie de prendre contact avec nous. Si j'ai envie de voir de la vie dans les étoiles, eh bien, mon système de réflexion, mon cerveau va faire tout pour que chaque signe me confirme ma pensée prédéterminée. Donc, tu vois, c'est la même chose quand, par exemple, vous avez prévu un voyage au Mexique. Moi, je sais, j'ai fait mon échange universitaire au Mexique. Eh bien, j'avais l'impression que toutes les émissions parlaient du Mexique juste avant mon départ. Parce que mon cerveau s'était mis ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, SAR. En fait, il avait prédéterminé, il avait câblé ma réflexion pour voir des choses qui confirmaient ce que j'allais faire ou alors qui validaient un petit peu ce que je recherchais. Donc ça, c'est génial. Quand on observe ça, c'est génial. Et le troisième niveau, c'est parce que c'est plus un constat qui est de l'ordre de notre période. Nous sommes vraiment rentrés dans l'ère de l'infobésité, dans l'ère de l'information. Ce qui compte aujourd'hui, plus que l'or noir, c'est plus que le pétrole, c'est la data. L'information est devenue le vrai nerf de la guerre économique. Et donc, celui qui sera le plus gavé d'informations, c'est celui qui dominera. D'ailleurs, on le voit avec des entreprises qui deviennent aussi puissantes que des États, comme Google, par exemple. Google, Apple, et puis je ne parle même pas en Chine de WeChat, par exemple. Donc, ces entreprises sont des espèces de macrophages qui vont avaler de la data. Et puis, nous, au niveau humain, on va faire la même chose. Parce qu'on sait que pour survivre dans un monde où l'information est le nerf de la guerre, on va accumuler de l'information. Donc, c'est difficile de se concentrer sur l'instant présent parce qu'on va toujours être amené à récupérer de l'information. Qu'est-ce qui va se passer? Essayer d'anticiper, regarder notre fil d'actualité et ne vouloir rien rater de l'information. Puis, on va être alimenté en ça par plein de canaux, des canaux de plus en plus variés. J'avais repris quelques chiffres. 29 000 gigaoctets par seconde d'informations qui sont publiées. 3 600 000 recherches sur Google par minute. Si vous voulez avoir la tête qui tourne, je vous enverrai après ce webinaire quelques liens avec des informations, et notamment un lien, ici, là, je vais vous le donner, mais n'allez pas dessus tant qu'on est en train de se parler, hein. Mais vous allez voir, c'est assez monstrueux. C'est un site internet sur lequel vous allez pouvoir voir le nombre de données qui sont utilisées chaque seconde. Ça fait peur. Donc voilà pourquoi c'est si difficile. Maintenant, comment lutter contre ça? Pour ça, je vais me baser sur l'ouvrage de Cal Newport qui s'appelle Deep Work. Je vous encourage vraiment à lire, c'est très très intéressant.
je fais un lien direct, c'est-à-dire que pour lutter contre cette volonté de notre cerveau de tout contrôler, d'anticiper, etc., de faire des raccourcis, eh ben, il va falloir quelque chose, c'est de l'énergie et de la volonté. Et que malheureusement, et c'est la thèse défendue par Cal Newport, et j'y souscris à 100%, cette volonté, elle n'est pas inépuisable. Quand on commence une journée, ça c'est ce que dit Cal Newport dans Deep Work, en fait, on a une réserve de volonté comme une espèce de jauge. Si vous faites des jeux vidéo, vous voyez une jauge de vie. Et en fait, on va aller piocher dans cette réserve de volonté. Et il y a plein de choses qui vont utiliser cette réserve de volonté. Quand je me lève le matin, le choix de mes habits va utiliser cette réserve de volonté. D'ailleurs, dans l'ouvrage, alors je ne sais pas s'il s'agit d'une légende urbaine, mais il explique que Mark Zuckerberg, lui, il a un type d'habit pour justement économiser sa réserve de volonté le matin. Quand vous allez, par exemple, choisir regarder vos mails, choisir de regarder vos mails. En fait, c'est tout un tas de micro-décisions qui sont faites sur une base arbitraire de gestion du temps et des priorités qui va faire que vous allez aller piocher dans cette réserve de plus en plus. Et donc, pour lutter contre ce système, on va développer certaines compétences pour aller augmenter la taille de notre jauge de départ. La première chose, donc le premier élément pour aller augmenter cette jauge, c'est une meilleure connaissance de soi. Savoir en fait ce que je veux, déjà ça va m'aider. Ça va m'aider à pas trop utiliser de la volonté, parce que si je ne sais pas ce que je veux, eh ben, j'ai du mal à donner du sens à mon travail. Moi, je le sais, j'ai fait une reconversion professionnelle. Dans mon métier auparavant, j'étais dans le marketing, dans le commercial, mais je ne savais pas pourquoi j'étais là. J'avais du mal à trouver du sens dans le métier. Et j'ai fait une reconversion professionnelle pour devenir comédien par la suite. Et je l'ai fait parce que j'avais envie. Et à ce moment-là, en fait, j'ai retrouvé un peu de sens. Et j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était d'être au service des autres. Et donc, du coup, je ne me suis pas retrouvé forcément dans ce métier. C'est pour ça que j'ai fait une deuxième reconversion professionnelle où là, je suis devenu formateur. Et là, j'ai utilisé les compétences de comédien au service des autres dans une montée en compétences, en fait, pour notamment tout ce que dans le domaine des soft skills. Et je me retrouve beaucoup plus là au service plutôt qu'au centre de l'attention. Voilà. Et c'est là où j'aime bien l'impro. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc voilà, connaissance de soi et puis la connaissance aussi de nos propres croyances limitantes. Laurence me dit quelque chose de très juste. On peut aussi préparer ses habits la veille pour garder le plein de volonté de la journée. C'est pas bête. J'y avais jamais pensé à ça. Merci pour cette remarque. C'est très juste. Et puis aussi faire la distinction, une fois qu'on se connaît mieux, on peut faire plus de distinction entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Si vous ne connaissez pas ce type de motivation, sachez que dans le monde de l'entreprise, ce qui va être plus driver et qui va être plus profond pour engager les collaborateurs dans une tâche, c'est les motivations intrinsèques. C'est-à-dire que je fais les choses pour moi, pour me nourrir intérieurement. Je ne fais pas les choses en résonance avec un besoin extérieur. C'est-à-dire, si je dois schématiser, je ne fais pas les choses pour faire plaisir à mon boss, mais je fais les choses parce que je sais pourquoi ça me nourrit de l'intérieur. Et la fameuse carotte et le bâton sont des motivations extrinsèques qui fonctionnent, qui peuvent fonctionner à court terme, mais sur le long terme, les motivations intrinsèques vont plus être liées, par exemple, dans une entreprise, au système de valeurs. Et notamment, si je suis manager, je partage déjà, je me connais moi, et du coup, je partage mes valeurs et je favorise la connexion aux valeurs plutôt qu'à la tâche. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de limiter les connexions, les interruptions. Parce qu'aujourd'hui, on est assailli de ça. Des connexions, des interruptions, les notifications qui viennent sur nos téléphones, etc., etc. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je fais des cures. Parce que moi, je vous dis ça, mais je regarde tout le temps mon téléphone. C'est terrible. Et c'est terrible parce que parfois, je dis à mon fils de ne pas regarder la télé, je regarde mon téléphone. Ça va pas. Donc, je fais des cures. Donc, le soir, je fais ce qu'on appelle des désintoxications des écrans. C'est-à-dire que je me force à éteindre le téléphone à partir de 20 heures. Et parfois, il y a même des applis qui vous aident à faire ça. Sur les ordis,
Il y a certaines applis, notamment si vous êtes sur iMac, il y en a pas mal, qui permettent de couper tout ce qui est réseaux sociaux, etc., pendant que vous êtes en deep work. Donc, favoriser les moments de concentration intense pour éviter justement les connexions, déconnexions qui vont user votre réserve de volonté. Parce que ce qui est le plus dur, en fait, quand on a une tâche à faire, c'est se reconnecter à la tâche. C'est ça qui va être le plus difficile. Et en fait, on a tendance à sous-estimer le poids et l'impact des connexions-reconnexions. À tel point, d'ailleurs, il donne dans son livre des exemples, notamment de Bill Gates, qui lui fait ce qu'il appelle des think week. Lui, quand il veut réfléchir à l'avenir du monde, à de la prospective, du coup du deep work, en fait, il s'enferme pendant une semaine. Bon, tout le monde ne peut pas le faire, ça, hein, bien sûr. Hein, mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'enferme pendant une semaine pour réfléchir. Et donc, il fait vraiment une cure, mais lui, de manière très intense. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être soit très intense comme ça pour une semaine, soit vous pouvez le faire aussi à des moments très précis de la journée. Mais par contre, il faut s'y tenir. Oui, mais s'il n'y a que de la motivation intrinsèque et pas de motivation extrinsèque, on finit par perdre la motivation par manque de reconnaissance extrinsèque. Alors, j'y reviendrai, Patricia, j'y reviendrai sur cette question. Gardez-la en tête pour échanger à la fin. Parce que ça peut-être moi d'essayer de comprendre un peu plus. Gardez-la, cette question. Et troisième niveau, c'est la gestion du temps et des priorités, c'est assez évident. Et qu'est-ce qui va nous rester de tout ça à la fin? Eh bien, il va nous rester notre capacité de focus, notre capacité de concentration. Sur quoi? Sur la tâche et sur la relation. Nous, chez Kilotoa, donc le Kilotoa est l'organisme de formation pour lequel j'interviens, que je représente aujourd'hui. Nous, on dit qu'il faut développer cette capacité d'attention à l'autre. C'est ça, en fait, d'être focus, d'être hyper focus, mais pas sur la tâche, sur la relation. Ce qui est complètement oublié dans le bouquin de Cal Newport. Je lui en tiens par rigueur. Hein. Cal Newport, c'est un informaticien, un ingénieur, il se concentre surtout sur la tâche. Mais nous, ce qu'on constate dans les entreprises, quand on fait des formations, c'est que notre volonté est tellement mise à l'épreuve que le temps de connexion à l'autre, il est aussi perturbé. C'est-à-dire que, si je résume, quand je pose la question « Comment ça va ?», j'écoute pas vraiment la réponse. Et pire, ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir, parce que j'ai pas le temps. J'ai pas assez d'énergie à consacrer à toi. Et hier, j'étais en formation, c'est tout frais, hein, c'est d'hier, et j'ai creusé un peu avec la personne, parce que j'étais sur la formation relation client. Et je creuse avec la personne, et je lui dis, mais pourquoi t'écoutes? Enfin, ce que je vois, c'est que tu l'amènes, la personne vient chez toi et a un problème. Et toi, tu es tellement rapide à lui proposer une solution que tu prends pas le temps de comprendre le besoin qui est derrière ce problème, de connaître en fait cette personne. Et au fond, en fait, à force de questionner, la personne me sort quelque chose qui est magique, mais qui est en fait ce que je pense beaucoup de personnes pensent. Mais parce que j'en ai rien à foutre de comment elle va. Ce que je veux, c'est passer au client suivant. Vous voyez la limite que ça peut donner dans la relation, et notamment dans l'expérience client. En fait, en tant qu'être humain, parfois, au niveau rationnel, on peut être limité. Par contre, au niveau émotionnel, souvent, on est très intelligent. On sent ce qui se passe, on sent ce qui se joue. Et on ne l'intellectualise pas forcément, mais à la place du client, en fait, on sent qu'on est un numéro. Et c'est ça qui donne, en fait, les déconnexions. Le fait qu'on ne s'intéresse pas exactement. Oui, mais ça se sent, exactement, c'est ce que je dis. Donc, vraiment, c'est intéressant de voir comment tout ça va avoir un impact direct sur la relation. Et la relation qu'on va tisser. Du coup, l'impro, ça nous aide à mieux nous connaître. Moi, la pratique de l'impro, j'en suis persuadé, m'a permis de mieux vivre cette période. Parce que cette période, pour tout le monde, pour beaucoup de personnes en tout cas que je croise, elle a été compliquée. De remettre en question constamment tout ce qu'on avait fait. On ne sait pas ce qui va se passer demain. On a des gouvernements qui sont autant perdus que nous. Donc, c'est compliqué de construire sur du sable comme ça. Eh bien, en se connaissant mieux, et notamment en se faisant plus confiance, l'improvisation m'a permis d'apprendre le test and learn. Mais vraiment ce que ça voulait dire, le test and learn. C'est-à-dire d'y aller sans filer. D'y aller sans avoir l'assurance que ça va marcher. Et de se dire que même si ça ne marche pas, on ne meurt pas, en fait, ça marche. Enfin, c'est-à-dire que même si le résultat n'est pas ce qu'on avait attendu, eh bien, le chemin qu'on a parcouru pour le faire est plus intéressant, en fait, et nous nourrit.
Donc, mieux se connaître, ça, c'est la première chose que j'ai apprise par l'impro. La deuxième chose, c'est que ça permet de beaucoup mieux gérer les interruptions parce que l'impro est fait que de ça, de contraintes et d'interruptions. D'une personne qui va vous parler sur l'autre, sur vous, et d'amener des choses que vous n'aviez pas prévues forcément. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Donc, le fait en impro, en fait, de se connecter, déconnecter, reconnecter, ça va vous muscler, en fait, et vous apprendre à vous refocaliser très, très vite quand vous êtes interrompu. La troisième chose que m'a apporté l'impro, c'était d'optimiser l'instant présent. Parce que l'instant présent, il est dégradé à partir du moment où on veut passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que l'instant présent, à partir du moment où vous êtes dans une situation où vous ne savez pas ce qui va se passer derrière et que vous êtes obligé de produire, eh bien, vous êtes obligé de vous concentrer, en fait. C'est ça qu'amène l'impro. C'est que comme on est dans un cadre essentiellement mouvant et que de toute façon, on ne peut se rattacher à rien à part la concentration et la relation, eh ben, on muscle cette partie de notre cerveau qui est parfois oubliée. C'est-à-dire qu'on est obligé de se concentrer sur ça. Oui, oui, tout à fait, Eva. Être impliqué, la sincérité, c'est toujours perceptible. Je vous suis à 100%. Exactement, la sincérité. Et ben, ça amène de la sincérité parce qu'on ne peut pas tricher en impro. Moi, au début, ce que je me disais, et ce qui n'est pas du tout de l'impro, et d'ailleurs beaucoup de personnes font l'erreur, c'est qu'ils confondent l'impro avec, par exemple, du one-man show. L'improvisation, en fait, c'est tout sauf contrôler ce qui va se passer. C'est-à-dire, par exemple, moi, au début, je me disais, il y a une personne qui vient, par exemple, et qui propose une scène. Moi, je sens en fait que ce qu'il me propose, ça ne m'inspire pas du tout. Donc, je vais garder en fait mon idée de base et puis je vais continuer mon idée. Ce que ça donne en impro, ça donne des histoires qui ne se tiennent pas. Ça ne marche pas du tout. La connexion ne se fait pas, ça ne marche pas. L'impro, c'est quelque chose de collectif. C'est-à-dire que de la création va naître justement le lâcher-prise des deux partenaires, 2, 3, 4 partenaires. Et quand ils acceptent le contrat moral de lâcher prise, eh ben, il se passe des choses formidables. Parce qu'il se passe une intelligence collective, véritablement. Et le problème souvent, par exemple dans les entreprises, c'est qu'on ne veut pas lâcher le bout. Parce qu'il y a une autre question derrière, une question d'ego, il y a une question de… Donc en fait, ce qu'on veut, c'est contrôler jusqu'au bout. Oui, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Moi, j'ai des résultats à amener, il faut que ça se passe comme ça. Et toi, ton idée, oui, mais non. Ce qui est souvent, c'est oui, mais non. C'est d'accord, c'est sympa, mais non, ça ne va pas dans ce que je veux faire. Autre truc que ça nous permet de lâcher l'impro, c'est il faut que je les épate. Moi, à chaque fois que je me suis dit ça, en fait, je n'étais pas concentré sur l'instant présent, j'étais concentré sur moi. Et ça, c'est par exemple, c'est extrêmement intéressant, notamment pour les personnes qui envisagent de la prise de parole en public. Souvent, les personnes, ce qui les bloque en fait dans la prise de parole en public, c'est parce qu'elles ne font pas les choses, elles s'observent le faire. Elles sont à la place du public en train de se regarder, de se dire oh là là, mais c'est nul ce que je dis. Oh là là, mais alors là, en plus, je bégaye. Donc en fait, c'est comme s'ils prenaient une troisième personne, hein, et ils étaient en méta et ils s'observaient, mais sauf que pendant qu'ils s'observent, ils ne font pas les choses. Ils s'observent justement et ils sont bloqués. Donc, ça part d'un constat très, très bête, hein, c'est que ils se disent au départ, il faut que je les épate. Mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut transmettre un message dans la prise de parole. Hein. Ce n'est pas les épater, c'est transmettre un message. Et pareil, je prenais les signaux extérieurs comme des faits, c'est-à-dire des personnes qui étaient comme ça. Je me disais, oh, il doit s'emmerder, mais là, c'est parce que j'étais à la troisième personne, j'étais avec eux. Mais en fait, qu'ils s'emmerdent ou pas, ce n'est pas la question. La vraie question, c'est est-ce que mon message passe bien? Est-ce que je suis concentré sur ce que je fais? Et si je suis concentré sur ce que je fais, eh bien, généralement, ça passe bien. Être dans le oui et non le oui mais. Tout à fait, Julie. C'est tellement ça. Exactement, Julie. D'ailleurs, c'est un des principes. Et je sens que, Julie, je me permets, je vous tutoie. Je vais tutoyer. Je veux vous tutoyer. Donc, Julie, je pense que tu as dû faire de l'impro parce que c'est un des principes fondateurs. Mais n'anticipe pas trop, s'il te plaît, parce que je vais en parler juste après. Donc, effectivement, oui, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a trois piliers dans l'impro. L'écoute pleine et entière, donc observation à l'instant présent, absence de jugement, feedback immédiat. L'acceptation, c'est-à-dire accepter ce qui se passe. Arrêtez de vouloir retenir. Ah, c'est terrible la situation. J'accepte pas ce qui se passe. Si on n'accepte pas ce qui se passe, il ne sera pas possible pour nous de rentrer dans le deep work. Et donc, dans l'impro nous permet d'aller vers le deep work. Et l'audace,
La prise de risque. Se confronter au feedback du marché, par exemple, c'est les principes mêmes des méthodologies agiles. C'est on confronte le produit au marché et on voit les feedbacks. Mais on n'essaie pas d'imaginer ce qui va potentiellement se passer si l'autre pense à telle chose. Évidemment qu'on est obligé de se baser sur une préparation. On ne va pas lancer sans étude de marché au préalable. Mais par contre, la vérité viendra. On a intégré dans notre mindset que la vérité ne vient que du marché et pas de notre imagination de ce que le marché pourrait produire. Et donc, intégrer le système du test and learn. Donc, évidemment, l'impro, ça va permettre d'avoir cette espèce de plasticité mentale, cette capacité à totalement être là et lâcher prise, accepter que le fait que tout peut arriver. En fait, si on réfléchit bien, notre seul impact sur le monde, c'est la capacité à changer la vision qu'on en a. Parce que le seul impact, c'est la capacité à changer la vision qu'on en a et donc les actions qui vont y référer. Et finalement, on ne pourra pas changer la façon dont tel Pierre-Paul Jacques va me regarder. On ne pourra pas changer le fait qu'il y a un virus qui est arrivé en Europe et qui se répand. Et on pourra pas changer ces choses-là. Par contre, on peut changer la manière de voir la chose. Et donc, les actions qui vont aller avec. Alors, pourquoi le deep work? Pourquoi ça va permettre d'atteindre le deep work? Vous l'avez compris. Mais pourquoi le deep work est si important? Eh bien, parce que le deep work, et ça, c'est ma croyance profonde, c'est ce qui va nous différencier de la machine. C'est ce qui va faire notre employabilité au XXIe siècle. C'est notre capacité à nous concentrer et donc à quoi? À nous remettre en question, à apprendre constamment, parce que vous l'avez vu, les cycles de vie de produits sont de plus en plus courts. Je me forme à un logiciel de comptable. Avant, pendant 10 ans, c'était bon. Je me reformais 10 ans après. Aujourd'hui, le logiciel, il est déjà fini pendant ma formation. Donc, il va falloir être capable de développer cette plasticité, justement, et cette capacité à constamment réapprendre. En fait, ce qui va faire notre valeur ajoutée, ça va être la capacité de nouer des vraies relations, une relation sincère, comme vous disiez tout à l'heure, et réelle. Et en fait, tout ce qui va être mis en opposition, l'intelligence émotionnelle, par exemple, va être une valeur ajoutée importante, je pense. Tout ce qui ne peut pas être facilement reproduit par des machines. Aujourd'hui, avec les réseaux de neurones complexes des machines, on est capable de faire des choses incroyables. On est capable de résoudre des équations complexes. Par contre, le deep work va nous permettre de les établir, ces équations. La créativité, le fait d'écrire un livre, c'est du deep work. Et c'est donc du travail qui nécessite de la concentration profonde. Et qu'est-ce qu'on voit notamment dans ce qu'on sent poindre en fait aujourd'hui? Oui, c'est une très belle phrase. Nous changeons notre expérience du monde en étant présent, nous dit Eric. Je suis complètement d'accord avec ça. Et donc, ce que je disais par rapport à la concentration et à l'attention, c'est qu'on observe une baisse de l'attention moyenne. Il y a des études qui ont prouvé qu'aujourd'hui, un être humain moyen sur YouTube, je parle sur YouTube, a un niveau d'attention inférieur à un poinçon rouge. Quand on est sur Internet, notre niveau d'attention, quand on est sur YouTube, on a moins d'attention qu'un poisson qui regarde un point à l'extérieur de son bocal. Vous imaginez le truc? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, du coup, on a tellement développé ça, on parle de génération zapping. Mais il faut bien essayer de comprendre c'est quoi la génération zapping. Zapping, en fait, notre cerveau n'est pas fait pour faire deux tâches en même temps. Ça, il faut bien le savoir. En fait, ce qui se passe dans notre tête, c'est qu'on fait deux tâches l'une après l'autre. Et donc, ça fatigue, en fait, de faire deux tâches l'une après l'autre. On n'est pas en train de faire deux choses en même temps. Par contre, regardez tout ce qu'il est possible de faire en même temps. C'est-à-dire, je peux repasser en regardant la télé. C'est tout à fait possible parce que j'ai automatisé plein de processus. Donc, mais demain, en fait, leur passage pourra être fait par des machines. D'ailleurs, il est déjà fait par des machines la plupart du temps. Chez nous, on n'a pas encore des robots domestiques, mais par exemple, aller chercher des textes de loi, aujourd'hui, tout à fait possible par des machines, une intelligence artificielle, pour peu qu'il y ait la digitalisation qui soit mise en place avant. Donc, il y a plein de métiers comme ça qui sont amenés à changer. Alors, il y avait une étude d'Oxford qui disait que, en 2013, qui disait que 40% des métiers aux États-Unis allaient disparaître. Elle a été depuis vraiment mise en question. Depuis, il y a une autre étude de 2017 de l'OCDE qui disait que ce n'était pas 40% qui allaient disparaître, mais potentiellement 8% qui étaient menacés. Et tous les autres étaient plutôt amenés à changer énormément. Et quand vous observez, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec aussi des populations de manutentionnaires.
Quand vous observez le futur, en fait, vous faites un peu de prospective. En fait, moi, ce que je vois bien, c'est que le manutentionnaire, il existera toujours, mais ses tâches seront profondément changées. Il ne sera plus en train de déplacer des trucs à la main. Je vois bien l'arrivée, par exemple, de scaphandres d'aide, comme vous pouvez voir à l'armée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Des scaphandres, en fait, des robots externes qui vous permettent de déplacer les choses et donc de décupler, en fait, la force humaine. Ça, par exemple, je vois bien intégrer. Mais du coup, demain, ils devront apprendre à l'utiliser. Demain, peut-être que leur temps sera plus consacré à de l'organisation de leur stock. Donc, ça veut dire qu'ils doivent développer cette capacité, notamment d'apprendre constamment, cette capacité aussi relationnelle. Parfois, quand je discute avec eux, le client, ah non, j'ai pas envie de parler au client. Demain, ton métier sera peut-être consacré plus à ça. Merci, Sean. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, Sean. Je vous confirme que c'est enregistré. Ça sera mis sur notre chaîne, sur notre chaîne Kilotoa pour le revoir. Et merci pour votre feedback. Alors, maintenant qu'on s'est dit ça, j'ai posé le cadre. On va expérimenter l'impro. Et pour ça, j'aurais besoin de volontaires, mesdames, messieurs. Alors, premier exercice. Donc, le premier exercice. Il était une fois. Ceux qui connaissent l'impro connaissent peut-être cet exercice. Alors, si possible, des personnes qui n'ont jamais testé ça, on va faire une expérience en direct. Je vais vous demander de 5 personnes de bien vouloir donc me mettre votre candidature dans le chat et ensuite, une fois que j'aurai dit votre prénom, vous pourrez ouvrir votre micro. Donc, les 5 premières personnes dans le chat qui me disent « ça m'intéresse », eh bien, écoutez, donc Eric est le premier, ça va être manifesté. Eric candidat, Eric président. Donc Eric 1, Agnès 2, Julie 3, Yves 4 et Sylvie 5. Vous aurez d'autres exercices, donc pour les autres, ne vous inquiétez pas. Donc on va Eric, Agnès, Julie, Yves et Sylvie Roche. Vous pouvez ouvrir vos micros. Ce que je vais proposer, c'est au public, donc une personne, de me donner une thématique, n'importe quelle thématique qui vous vienne à l'esprit, le premier truc qui vous vient à l'esprit. Donc, vous le mettez dans le chat, une idée de titre, de thématique, ce que vous voulez, la première chose qui vous vient à l'esprit. Et puis, on va jouer donc avec Eric, Agnès, Julie, Yves et Sylvie. L'obésité. Ah bien. Comme Massan a été la première à répondre, on va prendre l'obésité et 2 points, c'est la fin des haricots. Je vais mélanger 2 titres. Donc l'obésité, c'est la fin des haricots. Ce qu'on va faire, c'est que, évidemment, je ne vais pas donner l'ordre dans lequel vous êtes porté candidat. On va commencer avec Julie. Julie, tu commenceras en disant « Il était une fois », donc en suivant les indications, avec la thématique qui a été donnée. Ensuite, on va avoir Yves qui va nous dire « et tous les jours » en suivant les indications. Ensuite, on aura Agnès qui dira « mais un jour ». Ensuite, on aura Eric qui dira « alors voilà ce qui est arrivé », 4e étape. Et ensuite, on aura Sylvie qui conclura en disant « et depuis ce jour ». La thématique, je vous le rappelle, c'est l'obésité, c'est la fin des haricots. On commence avec « il était une fois Julie ». Il était une fois un homme qui s'appelait Serge, qui était obèse. Il pesait 250 kilos. Et donc, sa particularité, c'est qu'il mangeait tout le temps. Il ne pouvait pas s'empêcher de manger, particulièrement des haricots. Ok, la suite. Les jours, il croisait sa voisine qui le connaissait bien. Recommence Yves, ça a coupé, vas-y. Et tous les jours, Yves? Et tous les jours, il croisait sa voisine qui le connaissait bien. Ok, ça marche. Et tous les jours, il croisait sa voisine qui le connaissait bien. La suite. Il l'invite à déjeuner, mais problème, la voisine déteste les haricots. Ok. Alors, voilà ce qui est arrivé. La suite. Alors voilà, ce qui est arrivé, c'est que trop de haricots, on sait ce que ça peut provoquer. Il est devenu vert comme un haricot, quoi. Ok, et depuis ce jour, la suite, la fin. Et depuis ce jour, Serge se pose souvent la même question. Mais si finalement j'avais fait comme le petit dinosaure du livre pour enfants et que j'avais mangé des oranges et puis du raisin, est-ce que je serais devenue à rayures ou au contraire, est-ce que j'aurais eu une couleur après l'autre?
et il en discuta pleinement avec sa voisine, jour après jour, pour arriver à trouver le fin mot de ce problème. Ok, ça marche, très bien, bravo. Vous voyez comment 5 personnes qui ne se connaissent pas, ils ne se connaissent pas, c'est pas truqué, arrivent à construire ensemble à partir d'une trame. Donc là, c'est une trame de storytelling assez classique et c'est ça la beauté de l'impro. Vous venez de montrer la beauté de l'impro, c'est-à-dire que on accepte de lâcher prise, on accepte les idées des uns, et en fait, comme tu disais tout à l'heure, Julie, je te reprends, c'est oui et. C'est-à-dire que là, cette trame, elle est faite en sorte pour que chacun ajoute un élément de l'histoire. Et ce qui est beau dans l'impro, c'est qu'il n'y a pas de star. La star, c'est l'histoire. Et nous, en tant que comédiens, on s'efface au profit de l'histoire. C'est notamment la grosse différence qu'on va avoir avec ce qu'on peut voir. Mais d'ailleurs, pour bien jouer, d'ailleurs, il faut s'effacer au profit de l'histoire. D'ailleurs, c'est exactement la même chose quand on est sur scène. Mais ce qui est parfois pas compris quand on fait du one-man show ou quand justement on veut être la star. Et en impro, quand on veut être la star, vous allez voir, ça crée des histoires qui ne marchent pas. Parce qu'on n'écoute pas. On est sur nous, on n'est pas sur les autres. Donc merci à vous 5. J'ai un deuxième exercice à vous faire tester. D'ailleurs, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y en a 5 autres qui voudraient repasser sur Était une fois? Parce que je vois qu'on a encore un peu de temps. Est-ce que quelqu'un voudrait repasser sur Était une fois? D'autres personnes? Par exemple, Laurence qui a donné le thème mais qui n'a pas pu passer. Vous voulez passer? Non? Une fois, 2 fois? Adjugé. Alors, Oui, je veux bien. Non, je veux bien. Alors, d'accord. Alors, il y a Raphaël, Laurence, qui d'autre? Go, Massan. Ok. Raphaël, Laurence, Massan, Salma. Raphaël, Laurence, Massan, Salma. Il nous manque une personne. Raphaël, Laurence, Massan, Salma et Valérie. Ok. Alors, on y va. Une personne nous propose un thème. Un thème dans le chat, s'il vous plaît. Ben moi, j'avais proposé le thème du voyage. Quelqu'un qui meurt d'envie de partir. Ça va pas partir en aller, voyage. Laurence, parce que tu participes, en fait. Si tu participes, Okay. tu as déjà un petit peu Donc, on va demander à quelqu'un d'autre. Mal de l'air. Bravo, Eva. Mal de l'air, ce sera le thème de notre impro. Valérie, tu commenceras. Tu seras la première. Ensuite, on ira sur Massan. Ensuite, il y aura Salma. Excuse-moi, Salma. Salma. Ensuite, ce sera Laurence. Et on terminera avec Raphaël. Vous avez bien pris note? C'est parti pour l'histoire avec la thématique Mal de l'air. Il était une fois une hôtesse de l'air qui travaillait pour Air France et qui travaillait exclusivement sur les longs courriers. Donc, elle embarqua pour un vol pour la Nouvelle-Zélande. Et… Tout de suite, la suite. Pour la Nouvelle-Zélande, et tous les jours, elle devait servir les passagers de l'avion. C'est quelque chose qu'elle aimait vraiment faire. Elle aimait le contact avec les passagers, leur rendre service. Ok, la suite. Voilà, mais un jour, sur ce vol en Nouvelle-Zélande, elle a découvert un client très particulier en business class. Alors, voilà ce qui est arrivé. La suite. Alors, voilà ce qui est arrivé. Ce client très particulier lui a dit vous savez, j'ai un problème épouvantable. Je dois prendre l'avion très souvent et j'ai vraiment le mal de l'air. Ça me gâche tous mes voyages. Donc, franchement, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce problème et qu'est-ce que vous pourriez me conseiller pour arriver à ne plus avoir le mal de l'air? On conclut. Et depuis ce jour, l'hôtesse de l'air a souhaité se former à la respiration pour pouvoir prendre l'avion et à participer à une action pilote dans un voyage de Nouvelle-Zélande à Paris. Ouais, ça marche, très bien, bravo. Très belle écoute, mesdames. Bravo à vous, vraiment. Super, tout ça c'est enregistré. Vous pourrez revoir votre impro ad vitam aeternam. Bravo à toutes et à tous. On continue avec un deuxième jeu qui s'appelle Association d'idées. Association d'idées, donc là, alors vous allez voir là, la version distancielle demande une concentration de tous les instants. Je vais avoir besoin de 3 candidats pour cet exercice. Vous allez voir, alors je suis en train de faire peur, les gens ne vont pas vouloir, mais vous allez voir, ça va vraiment travailler la concentration, c'est hyper intéressant en termes cognitifs.
Donc, allez-y, qui se sent de faire? Patricia, ouais, si possible, des gens qui n'ont pas participé encore. Patricia, OK, on y va, continuez. Il faut 3 personnes. Patricia. Fabienne. Donc, Patricia, Fabienne, 3e personne. Patricia, Fabienne. Et s'il n'y a pas de volontaire, je prends Salma. J'ai de vos glades. Ça va, Salma, si on prend? Merci, Salma. Géraud. Très bien. Géraud. Donc, il y aura Patricia, Fabienne et Géraud. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros. Patricia, quel animal choisis-tu? Quel animal totem tu choisis? Il y a le tatou, il y a le loup, le renard plutôt, et il y a la panthère. Le renard. Donc, Patricia, tu seras là, le renard. Et ensuite, il y a Fabienne. Tu as le tatou ou la panthère? La panthère. Tu seras la panthère, Fabienne. Et donc, Géraud, tu seras le tatou. Tout à fait. Alors, voilà. Souvent, le tatou, il n'est pas choisi en premier. Je ne sais pas pourquoi. J'entends le tatou, il est en voie de disparition, ce qui est rare et cher. Donc, tatou, vous avez bien retenu votre animal totem. Je vais lancer un mot. À chaque fois que ma souris ira sur un des animaux, vous devrez associer avec le mot précédent. Je vous explique. Si par exemple je dis automobile, je vais là. Automobile. Tu dirais quoi? Premier mot qui te vient, associé avec automobile. Jaguar. Non. Ah bah ça tombe bien, Jaguar. Exactement, Jaguar. Donc là, si par exemple je fais ça, Géraud. Et là, c'est associé avec Jaguar, hein, pas automobile. C'est toujours le mot précédent. D'accord? Oui, savane. Savane, très bien, super. Et ensuite, si Herbe je fais ça… haute. Pardon? Herbe haute. Parfait, vous avez tout compris. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est d'être le plus réactif possible, parce que si vous passez votre tour, la souris ira sur un autre animal, et ça sera à l'autre animal de parler. D'accord? Il faut aller le plus vite, le plus spontané possible. Et bien sûr, là où c'est compliqué, c'est que votre cerveau, il y a 2 zones qui sont activées là. C'est qu'il va regarder la souris où elle va. Il va associer avec moi, c'est moi là, c'est à moi de parler. Et il va devoir avoir en sous-texte le mot précédent. Donc, vous voyez tous les niveaux d'interaction qu'il y a. Est-ce que vous êtes prêts tous les 3? On va commencer. Donc, oui. Le mot que je vais lancer, c'est le mot écran. Ordinateur. J'ai pas entendu. Ordinateur. Souris. Rat. J'ai pas entendu. Rat. Ah, rat. Mulot. Champ. Champ. Pré. Vache. Vache. Lait. Plaine. Lait. 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 Vache. Agriculteur. Problème actuel de prix. Rentabilité. Ah, très bien, très bien. Oh, pour l'instant, ça marche super bien. Hein, bravo, hein, bravo. À part les petits problèmes de son qu'il peut avoir, vous voyez le niveau de concentration que vous avez là, c'est le niveau qu'il faut avoir quand on commence, quand on rentre dans une tâche de deep work. C'est vraiment le même niveau de concentration. C'est-à-dire que, par exemple, si vous connaissez le concept de flow, là, on n'est plus en fait concentré sur nous, sur ce qui va se passer, sur mais qu'est-ce que je fais si je fais ça, si je fais ci. On est concentré uniquement sur la tâche. Et c'est notamment, c'était Eva qui nous parlait de ça tout à l'heure. Eve ou Eva, je me souviens plus, qui nous disait, en sport, c'est ça en fait. En sport, on est concentré, focalisé sur ce qu'on doit faire. Et il y a une telle attention, une telle énergie qui est plus sur nous, on n'a pas de place au doute ou quoi que ce soit. On est focalisé sur ce qu'on doit faire. Et c'est cette hyper focalisation que l'improvisation va développer. On va faire un autre exo avec 3 autres personnes. Allez, 3 autres, très vite. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup à tous les 3. Allez, 3 autres, très vite, qui veulent se tester. Si vous ne voulez pas, je passe à l'exercice suivant. Allez, 3 autres personnes qui veulent se tester. Personne ne veut? Delphine? Delphine, ok, Delphine. Eva, super. Delphine, Eva et Cécile. Ok, vous pouvez ouvrir le micro. Delphine, tu veux être qui? Qui veux-tu être, Delphine? Tatou. Tatou, Delphine, merci d'avoir choisi en premier. Tatou, il te remercie. Merci, Delphine. Alors, Tatou pour Delphine, qui prend Eva, tu prends quoi? Le renard. Le renard, merci. Et du coup, Cécile, tu seras la panthère.
On y Parfait. va. Le mot que je lance, c'est luge. C'est parti. Neige. Vacances. Soleil. Crème. J'ai pas entendu. Crème. Crème. Coup de soleil. Douleur. S'envoler. Avion. Nuage. Pluie. Couette. Natte. Bravo, 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 mesdames. Franchement, bravo. Vraiment, super bien. Hein. Les deux sessions, c'est pas simple, hein, cet exo. Hein. Vraiment pas simple. Bravo à vous 6. On va faire un dernier exo. Et là, en fait, je vais avoir besoin de 5 personnes. 5 personnes, si possible, qui ne sont pas déjà passées. Ça sera le dernier exo de notre atelier. Donc, allez-y, hein, si vous brûlez d'envie de vous tester, c'est le moment. Là, l'exercice, ce sera éliminatoire. Donc, il y aura un gagnant ou une gagnante. C'est que je vais donner une… Massan, très bien Massan, pas de souci. Tu es la première à réagir. Massan en premier. Donc, l'exercice, je vais donner un lieu, une pièce de la maison et vous devrez noter des objets qui se trouvent dans la pièce. Vous ne pourrez pas dire des objets qui ne peuvent pas être dans la pièce normalement. Si, par exemple, je dis cuisine et que vous me dites télévision, par exemple, évidemment qu'on peut avoir une télé dans la cuisine, mais c'est pas logiquement associé à la cuisine. Voilà. Donc, parce que je vous vois venir, hein. Je sais comment ça se passe, j'ai déjà fait l'exo avec mes élèves. Ok, donc Massan, Laurence, Sylvie, Delphine et Pauline, parfait. Ok, donc Massan, Laurence, Sylvie, Delphine et Pauline, vous pouvez ouvrir votre micro. Les autres sont juges. Observez bien parce que moi, ma mémoire peut être faillible. Il ne faut pas que le mot soit déjà dit, d'accord? Je vais donner comme pièce de la maison on va dire, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre? La chambre d'amis. Une chambre d'amis. Ça peut être drôle. Une chambre d'amis, on commence avec Massan. Premier objet qui se trouve dans une chambre d'amis. Une lampe. Lampe, ça marche. Laurence. Un lit. Un lit. Sylvie. Un bureau. Bureau. Delphine. Magazine. Magazine. Pauline. Un oreiller. Oreiller. Massan. Un drap. Drap. Laurence. Une armoire. Armoire. Sylvie. Un vase. Vase. On commence à aller dans les objets. D'accord. Delphine. Un cadre. Un cadre, ça marche. Pauline. Une ampoule. Une ampoule. Massan. Un tapis. Un tapis. Oui, j'ai compris un tapis. Non, un tapis. Laurence. Des rideaux. Des rideaux. Sylvie. Une thé d'oreiller. Une thé d'oreiller. Ça n'a pas été dit, ouais. Delphine. Un livre. Un livre. Pauline. Un miroir. Miroir. Massan. Un interrupteur. Un interrupteur. Laurence. Une bougie. Une bougie. Sylvie. Un bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs. Delphine. Une télé. Une télé. Pauline. 4 pieds de lit. 4 pieds de lit. Pas mal. Massan, je crois que je vais avoir des problèmes avec vous. Massan. Triangle de rideau. Ouais, je vais avoir des problèmes avec vous. Laurence. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Sylvie. Un couvre-lit. Oh là là. Delphine. Un coussin. Ouais, ça marche. Pauline. Une étagère. Une étagère. Bon, je pense qu'on va pas y arriver en fait. Vous êtes forte, hein. Vous êtes très forte. Allez, je vais en faire un dernier tour histoire que les autres ne soient pas. Puis vous pourrez contenir entre vous derrière. Hein. Donc Massan. Ah, je pensais qu'on s'arrêtait par nom. Non. Une fenêtre. Une fenêtre. Laurence. Un petit mot doux d'accueil. Sylvie. Un stylo. Un stylo. Delphine. Une statue Bouddha. Pour le bien-être. Pardon. Pour le bien-être. Ah oui, j'entends. Et Pauline. Une librairie.
Franchement, vous êtes trop forte. Franchement, bravo. Il n'y a même pas d'élimination. J'arrête là pour pas que les autres ils commencent à se dire. Il y a Cécile qui dit bravo. Je me joins à elle. Salma et aussi. Vous voyez, là, ça fait travailler autre chose. Là. Ça fait travailler la mémoire et donc l'attention à ce qui est dit. Moi, par exemple, ce que je fais souvent en formation, c'est que je me mets en mode deep work pour apprendre les prénoms. Voilà, je peux plus le faire sur 46 prénoms. Mais notamment, je trouve que c'est un signal très positif envoyé à des personnes que d'essayer de retenir leur prénom. Et moi, avant, j'avais beaucoup de mal à retenir le prénom parce que je n'étais pas assez concentré en fait. Quand on me disait Paul, bah, je n'entendais rien en fait. J'étais sur l'action d'après. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends un petit temps où je me dis, je vais retenir les prénoms, donc je me mets en focalisation. Et notamment, ça, par exemple, c'est très utile si on exporte cette compétence dans la relation client, par exemple. Parce qu'on me dit, waouh, comment vous faites? Mais en fait, c'est pas que j'ai une mémoire éléphantesque, c'est simplement que je suis concentré et que j'ai travaillé cette concentration. Et comme tout à l'heure, vous disiez, bah ouais, mais il faut bien préparer pour être focalisé sur l'instant présent. C'est juste. Mais il faut aussi se préparer physiquement, en fait, préparer son cerveau et travailler cette plasticité cérébrale. En vous concentrant souvent, en vous focalisant souvent, bah, vous allez travailler cette plasticité cérébrale. Retenir les prénoms des enfants, c'est très juste. Et oui, et bravo Sylvie, exactement. Et oui, Sylvie, Sylvie nous dit, ça donne envie de faire ça avec mon équipe pour recréer du lien à distance. En fait, c'était le sujet de ma dernière classe virtuelle, en tout cas mon dernier atelier. C'était exactement ça. C'est que pour recréer du lien à distance, comme on n'est plus physiquement là, il nous manque quelque chose. Et notamment, ce que j'ai pu observer, c'est que redire le prénom de la personne de manière un petit peu ritualisée, dire tout à fait Delphine, par exemple, ou tout à fait Laurence, on ne le ferait pas forcément en présentiel puisqu'on est en face. Par contre, à distance, ça recrée un lien individuel et ça revalorise ce lien, en fait. Ça dit, tu es différente, tu n'es pas qu'une vignette, tu es une personne et je reconnais ton altérité, je reconnais ta personne, en disant simplement le prénom. Et tout à fait d'accord avec toi, Sylvie. Alors, Eric nous dit, si vous vous concentrez trop, vous ne voyez pas tout le reste. Des expériences célèbres ont été réalisées pour le démontrer. Très juste, avec notamment le gorille. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, je vous invite à la chercher sur YouTube. Des personnes qui sont tellement focalisées sur un sujet, d'ailleurs c'est la base de la prestidigitation, on est tellement focalisé, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le flow, hein, c'est qu'on est focalisé sur l'action. Vous allez sur YouTube, vous tapez concentration gorille. Et vous allez voir, en fait, vous êtes concentré sur un truc et en fait, il y a un gorille qui passe et la plupart des gens ne le voient pas parce qu'ils sont tellement focalisés sur l'action qu'ils en oublient tout le reste. Et effectivement, en fait, tout dépend de l'objectif, de l'intention. L'idée, c'est pas d'oublier tout le reste. C'est par exemple, je vous donne des exemples d'applications, mais par exemple, quand je suis avec mon collaborateur en entretien, je me force à être avec lui. Je ne suis pas avec la tâche qui m'attend derrière. Et ça a l'air de rien comme ça. Mais de là naissent des problèmes énormes dans les organisations. Parce qu'on n'est tellement pas, par exemple, lors des entretiens individuels et annuels, en fait, on a l'impression d'être là, mais on n'est pas là. On n'est pas là parce qu'on est dans la tâche d'après, parce qu'on en a 15 à faire, ou alors parce qu'il y a eu un problème le matin. Et donc, de cette capacité à connaître et à vivre ce que c'est que la vraie concentration, du coup, notre cerveau, il va l'imprégner ça. Et il va être capable de se remettre en mode concentration optimale lorsqu'on en aura besoin. Et notamment lorsqu'on est en face à face avec quelqu'un. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, comme on est en mode automatique très souvent, on est en mode tiens, il y a ça à faire après derrière, il y a tel truc, même quand on en a besoin, cette capacité à se concentrer, on ne l'utilise pas en fait. On est là et on passe encore par des raccourcis. C'est-à-dire, par exemple, la personne à qui une tâche, on sait que la tâche, on a l'impression que cette tâche l'embête. Du coup, notre cerveau, pour gagner du temps et pour limiter les interactions et pour optimiser sur la tâche, il va se dire, ouais, c'est un jeune, ça le fait chier de faire de l'administratif. Ouais, je comprends. Mais à un moment, il va falloir qu'il comprenne. Alors plutôt, ça, c'est vraiment notre raccourci qui nous dit, notre langage interne qui va nous dire ça. Parce que la vérité, c'est qu'on a peur de la réponse qu'il va nous donner si on lui pose la question ouverte. Mais qu'est-ce qui te gêne dans cette action? Qu'est-ce qui te gêne dans les reportings?
que je te demande toutes les semaines? On a peur de la réponse parfois. Et du coup, on ne le fait pas. On fait, ouais, bah écoute, je te propose d'en faire quand même, on en reparlera, parce que derrière, moi, j'ai des résultats, donc on ne va pas y passer 15 plombes. Et ça demande de la concentration, ça demande du temps et ça demande de la confiance. Super, en tout cas, merci beaucoup. On en arrive à la fin de cet atelier. Moi, je voudrais voir, à l'issue de nos échanges, alors oui, alors je vois qu'il y a des questions qui viennent, je les garde dans simplement là, gardez-les, et vous ouvrirez vos micros pour les poser à la toute fin. Là, ce que je vais vous proposer de faire, c'est, j'ai vu ta question, Cécile, c'est de faire un petit exercice via un QR code. Vous allez aller sur le QR code que je vous mets ici. Je vais arrêter l'écran et je vais vous poser la question suivante. Donc, hop, je me mets dans l'activité pour la lancer. La question est la suivante. Excusez-moi, le QR code, je vais le remettre, ne vous inquiétez pas. Donc, la question est la suivante, c'est quel lien faites-vous entre l'improvisation et les compétences qui sont développées en impro et comment vous pensez que ces compétences peuvent vous servir dans votre quotidien professionnel? C'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est ça, ça va être un nuage de mots, l'exercice. Et ce que je vous invite à faire, en fait, dans cet exercice, c'est de me répondre quel lien vous faites entre le fait de faire de l'impro et les compétences que ça va développer et votre activité professionnelle. Je vous partage mon écran avec le QR code un peu plus que 1 seconde 56 et je vous invite à aller sur l'activité Bicast. Si vous ne pouvez pas, si vous n'arrivez pas à flash coder ce que je vous mets à l'écran, vous allez sur https://www.bicast.live et vous rentrez impro Levallois pour rentrer sur la session dans votre navigateur. Je vais vous le mettre dans le chat d'ailleurs. Hop, comme ça permettra aux autres de répondre pendant ce temps. Alors, pourquoi j'ai plus le menu discussion là? Intéressant. Il est où, le menu discussion? D'accord. Il a disparu. Alors bon, je vous fais confiance pour le taper du coup, parce que le menu discussion, il n'est plus là, il ne veut pas revenir. Il n'est plus là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, allez sur ce que vous voyez. Je vois que ça interagit. Donc, super. Ça veut dire que vous avez réussi à vous connecter. Je vois des mots qui apparaissent. Sinon, vous tapez directement dans votre barre, dans votre navigateur, le code. Donc, www.bicast.live et vous tapez le mot de passe impro Levallois. C'est le code de session. Et après, je vais vous partager le résultat de notre mur de mots, nuage de mots exactement. Alors, oh là là, ça interagit pas mal. Je vous laisse encore. Allez, je vais mettre ça comme ça. On va se laisser encore. Allez, 30 secondes pour interagir. Allez-y, mettez les mots. Je crois que vous pouvez faire plusieurs mots. Si vous avez plusieurs idées, allez-y. Ça va nous faire un beau nuage de mots. Et on va voir ce qui ressort. Hop, je vous laisse encore 10 secondes et j'arrête l'activité. OK. Super, ça arrive. J'arrête le partage. Hop. Hop. Et j'arrête l'activité maintenant. Là, je vous laisse les derniers mettre les mots qu'ils avaient envie de mettre. Et j'arrête l'activité. Donc, je vais vous partager notre nuage de mots collectif. Hop, partager une portion d'écran. Vous voyez ce qu'il en ressort. Donc, concentration, écoute active ressort fortement. Et puis, plein d'autres choses. Il y a également… alors, vous voyez, ça, c'est la limite du nuage de mots. C'est quand c'est écrit différemment, en fait, voilà, ça ne ressort pas. Bonne humeur, assertivité, bienveillance. Enfin, je vous laisse le découvrir, je ne vais pas vous les lire. Mais il y a plein de choses qui sont travaillées grâce à l'improvisation. Parce que pour moi, c'est au cœur de tout, en fait. La concentration sur l'autre, la concentration à faire, notamment au cœur des soft skills. Et tout ça sont les soft skills. Ce nuage de mots, je vais l'utiliser, puis je vais le poster, comme ça fera un souvenir de notre échange aujourd'hui. Je le posterai sur le groupe Kilotoa sur LinkedIn. Maintenant, c'est la phase questions. Je vais arrêter mon partage et on va reprendre les questions. Je prends la toute première question qui m'est venue.
Ah, merci beaucoup, Salma. Je n'avais pas vu que tu l'avais mis. Merci. J'ai même des co-animateurs en direct. Donc, la question de Cécile. Est-ce que tu préconises un exercice de concentration en icebreaker dès le début? Alors, oui, j'en ai quelques-uns. Notamment, un truc que j'aime bien faire, moi, en icebreaker, c'est que je demande à chaque personne de dire son prénom et un adjectif qui le caractérise, qui commence par la première lettre de son prénom. Autant vous dire que quand la personne s'appelle Xavier, vous pouvez lui dire que c'est le nom de famille qui comptera. Mais c'est pas mal comme exercice, ça fonctionne bien. Sinon, autre exercice comme ça, alors ceux que je vous ai fait faire, pas à faire au début. Hein. Au tout début, par exemple, icebreaker avec un groupe qui ne se connaît pas, c'est un peu hard. Il faut quand même. C'est pour ça que je vous propose plutôt des exercices un peu plus easy, comme le tour des prénoms. Ouais, c'est pas trop un adjectif, xylophone. Mais j'ai pas réussi à trouver d'adjectif avec un X. Ah oui, s'il s'appelle xylophone, ouais, c'est un peu emmerdant. Alors, dans ces cas-là, moi, j'ai toujours un truc, c'est que je dis la dernière lettre du prénom à ce moment-là. Puis j'anticipe un peu en voyant les prénoms qu'il y a. Sinon, comme ça, qu'est-ce que je fais aussi d'autre comme exercice d'icebreaker? Ah oui, il y a un super truc icebreaker. Je vous invite à y aller. Je vais vous mettre le lien. Hop. C'est une collègue formatrice qui me l'a envoyé et je trouve ça génial. Ça s'appelle Anti-Sava. Alors, ce n'est pas trop lié à ce qu'on s'est dit, quoique, ce n'est pas de l'impro. C'est simplement un site internet sur lequel, en fait, vous avez des phrases qui sont liées à notre humanité. Donc, par exemple, vous avez, par exemple, quelles sont les 3 valeurs qui te motivent tous les jours? Ça nous amène à, en fait, pourquoi ça s'appelle Anti-Sava? Bon, là, j'ai envoyé qu'à Massan. Du coup, Massan, tu as eu l'exclusivité. Voilà, c'est un site qui va générer des questions aléatoires qui nous permettent de te répondre tout sauf ça va. Du coup, ça amène à se découvrir un peu. C'est génial. Franchement, moi, je fais ça souvent, c'est génial. Voilà, 2 exemples d'icebreaker, par exemple, qui marchent bien au début. Merci. Avec plaisir, Cécile. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je pensais à une question tout à l'heure que j'ai dit de mettre de côté. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous avez une question, vous ouvrez votre micro, puis après, vous n'oubliez pas de le refermer. Ou alors, vous le mettez dans le chat. Oui, moi, j'avais une question. Oui. C'est Julie. Julie, oui. Est-ce que ça t'arrive d'être confronté à des participants, par exemple, qui ne jouent pas du tout les règles du jeu, justement, de l'impro? Et comment tu gères ça? Des participants, du coup, alors en formation ou en classe d'impro? Les deux. Enfin, je ne sais pas si ça change quelque chose. Si, parce qu'en classe d'impro, en fait, j'ai très rarement des personnes qui ne suivent pas les règles, parce que justement, ils sont là pour ça, en fait. Ils sont là pour découvrir l'impro. Donc, par contre, quand j'introduis de l'impro en formation, il y a parfois des gens qui ont du mal à lâcher prise et qui ont peur de ça, qui ont peur de ce qu'ils pourraient dire. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un cadre professionnel souvent autour. Donc, il faut le respecter aussi, ça, je trouve. Cette capacité à se dire, bah oui, n'empêche qu'on ne peut pas tout dire dans le milieu pro. Donc, je comprends cette distance. Et honnêtement, je ne suis pas aussi regardant quand je fais ça en entreprise, en icebreaker, que quand je suis en impro. Les objectifs ne sont pas les mêmes. L'objectif, là, c'est plus, si on parle en termes pédagogiques, l'impro, là, ça va permettre de s'ouvrir. Quand je le fais en formation, par exemple, souvent, c'est pour permettre de s'ouvrir, pour permettre d'expérimenter le lâcher-prise. Et s'ils ne suivent pas exactement ce que je leur ai dit, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'ils acceptent déjà d'accepter de s'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà, s'ils arrivent à jouer le jeu, ça veut dire qu'ils sont ouverts et que c'est bon, on va pouvoir travailler. Par contre, en impro, je suis plus regardant parce que l'objectif est différent, c'est de développer certaines capacités pour derrière être capable de construire des histoires, parce que il y a un public qui vient nous voir, et parfois le public qui paye. Donc là, il faut augmenter l'objectif, l'objectif des différents, quoi. J'ai répondu à ta question, Julie? Oui, merci. Avec plaisir. D'autres questions? Je regarde en même temps. Coralie, merci beaucoup à vous. Hein. Désolé de partir. Je suis désolé de vous voir partir, en revanche. Mais j'imagine que vous avez d'autres choses. Donc, merci pour votre participation jusqu'au bout. Je voulais
juste intervenir, parce que du coup, c'est vrai que sur les icebreakers et tout ce qui permet de relier l'équipe, je trouve ça vraiment super intéressant ce que tu nous as présenté. Je mets la caméra quand même quand je parle. Et je vois bien que, comme je disais, hein, le lien dans mon équipe, c'est hyper important. Mais j'interviens chez plein d'entreprises où je vois que souvent les gens se connaissent, mais c'est pareil, ça fait des mois qu'ils ne se sont pas vus. Et donc, souvent, on laisse un peu tomber ce truc-là en se disant, ouais, ils se connaissent, c'est bon, c'est pas la peine. Et en fait, moi, j'en fais pas mal des icebreakers. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu as dit, c'est justement cette écoute-là. Donc, il y a plein d'exercices aussi de ce qu'on appelle de vulnérabilité où tu peux faire en sorte que les gens développent l'écoute active en prenant un temps pour eux, ce qui n'est pas possible dans toutes les entreprises, bien sûr. Mais ça, je trouve ça super fort ce que tu nous as montré, justement, pour pouvoir dire, voilà, là, on se met dans les conditions pour que Christophe, Patrick, Mohamed, vous connaissez. Mais là, j'ai besoin de vous tout de suite. On déconnecte des mails, quoi. Et dire on déconnecte des mails, ça sert à rien. Par contre, le faire avec des personnes qui se connaissent pourtant, et ben bim, on rentre dedans, quoi. Mais merci pour ton retour, Sylvie. Je rebondis sur ce que tu dis. Souvent, c'est ceux qui se connaissent le plus qui ne se connaissent pas. Et qui s'écoutent le moins. Et qui s'écoutent le moins. C'est assez incroyable. Et justement, à chaque fois, moi, je challenge les personnes qui sont avec moi en formation, en coaching, quand ils me disent notamment « Ah, mais lui, on le connaît. Enfin, je le connais, ça fait 20 ans que je travaille avec lui. » Mais en fait, on le connaît, ils se connaissent tellement, en fait, dans un cadre professionnel qu'ils ne se sont jamais posé des questions, en fait. Ils sont juste connus par l'intermédiaire de clients-fournisseurs ou collègues, mais sauf qu'ils ne sont jamais intéressés à l'autre vraiment. C'est terrible, hein, ce que je dis, mais ils ne se connaissent pas. Et d'ailleurs, c'est souvent génial, dans ces cas-là, quand tu arrives à, par le truchement justement de ces exercices-là, à faire connaître des gens qui se connaissaient déjà. Ah, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas ça. Mais alors, toi, tu fais du hula hoop. Et pourquoi tu fais du hula hoop? Et en fait, c'est de développer cette curiosité à l'autre qui va créer en fait des choses incroyables en fait entre les gens qui se connaissent déjà depuis parfois ils travaillent ensemble. Mais moi le premier, hein, franchement, quand j'étais mes collègues, je n'ai jamais l'impression de les connaître, mais je savais pas parce que j'osais pas ou parce que j'avais pas eu l'occasion et parce que parfois il y a cette espèce de pudeur liée au monde professionnel qui fait qu'on pose pas les questions parce qu'on n'a pas envie de les déranger les gens. Et c'est tellement puissant derrière ce qui se passe. Surtout en ce moment, on en a besoin de ça. Julien, qu'est-ce que l'accroissement exponentiel des visios a changé dans ta pratique par rapport au présentiel sur l'apport de l'impro, justement? Moi, par exemple, j'ai été obligé, par exemple, tu vois, là, tout ce que j'ai fait, là, Eric, j'ai été obligé de changer une grande dimension qu'on ne peut pas retrouver à distance dans l'impro, c'est la présence physique. Évidemment, ça a l'air d'être de la palissade, mais c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont liées à la présence physique que je ne peux pas reproduire, hein, malgré toutes mes recherches. Et du coup, ce que j'ai observé, c'est qu'on ne fait pas travailler les mêmes zones du cerveau. Par exemple, quand j'ai donné des cours d'impro à mes improvisateurs, la distance permettait d'aller beaucoup plus loin, par exemple, dans la réflexion, dans la concentration sur une base de créativité, tu vois. Là où, quand on était en présentiel, on était beaucoup plus dans la spontanéité, dans le feeling, dans la sensation. Du coup, j'essaie d'adapter maintenant ça en formation et d'essayer de leur faire par exemple, dans tout ce qui est, par exemple, classe virtuelle, en visio, ce qu'on appelle en synchrone, je les fais travailler beaucoup sur ça, sur l'intelligence collective, la créativité et sur la phase descendante, en fait, de la cognition. Et par contre, je me base beaucoup sur l'asynchrone pour faire revivre un petit peu les sensations. C'est-à-dire que je leur ce qu'on appelle classe inversée, en fait. Je demande des classes inversées à distance, à faire des classes inversées. C'est-à-dire, vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour imaginer une histoire autour de tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et vous vous mettez en connexion comme vous voulez, mais vous créez une histoire. Et là, en fait, on va retrouver un petit peu ce qu'on a normalement en synchrone, en présentiel, c'est-à-dire une espèce d'organicité, du feeling, de la spontanéité qu'on ne peut pas forcément avoir à distance. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, j'étais un peu dans tous les sens, Eric, mais j'espère que tu as de quoi te nourrir sur ce que je t'ai dit. Oui, ça me donne des pistes, merci. D'accord. N'hésite pas après, hein, si vous voulez garder le contact, hein, d'ailleurs, je vous présente la slide suivante pour garder le contact. Voilà. Là, je suis sur le… Tac. Je vous ai mis Alors, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, hein, je m'appelle Julien Ritzkowski, et vous avez ici mon adresse mail. Et puis, vous avez aussi le QR code de Kilotoa, qui est l'organisme de formation pour lequel j'interviens.
Et voilà, si vous voulez garder contact, si vous avez des questions, parce qu'effectivement, on ne pourra peut-être pas traiter toutes les questions dans le temps qui nous est imparti, n'hésitez pas. Mais je continue à les prendre. On a encore 10 minutes, un quart d'heure pour échanger, donc allez-y. Voilà, s'il y a des questions qui viennent après aussi, on n'est pas obligé de tous les avoir en même temps. Allez-y, continuez. Si vous avez des questions, je suis là. Je regarde dans le menu discussion. Ah, il a disparu. C'est vrai que quand je le mets, il disparaît. Alors, je n'ai pas accès au menu discussion. Je suis désolé parce que je ne sais pas, quand je partage, il y a un bug. Donc, si... Apparemment, le QR code, le QR code, il ne fonctionne pas. Là, il m'envoie sur une erreur. Hein. Ah bah tiens. Alors ça, c'est embêtant, ça. Ça, c'est embêtant. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais vous mettre dans le menu, dans le menu discussion le lien. Comme ça sera plus facile. Hop, si vous me laissez 15 secondes. Et puis en même temps, posez vos questions. Hein. Je vais travailler en séquencé, en mode agile, complètement. Vous pouvez poser vos questions en parallèle. Donc, l'organisme de formation s'appelle Kilotoa. Hop, je vous le mets. Tac, je reviens vers vous tout de suite. Et voilà, je le mets dans le lien. L'organisme de formation s'appelle Kilotoa. Et merci beaucoup, Yves. Voilà, très bonne suite à vous. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Très bien, ça marche, Yves. Merci. Merci pour ça. Oui, effectivement, sur les réseaux sociaux, donc moi, je suis pas mal actif, vous allez voir sur LinkedIn. Et en fait, à chaque fois, moi, quand je crée ces ateliers avec, d'ailleurs, j'en profite pour, je ne l'ai pas fait, et je vous prie de m'excuser pour, je remercie la ville de Levallois pour nous avoir permis de nous connecter tous ensemble aujourd'hui. Sans la ville, on n'aurait pas pu faire ça. Donc grâce à elle, aujourd'hui, voilà, j'essaie de créer une communauté, en fait, d'idées autour de ça. Et on développe le réseau et puis les idées des uns vont nourrir notre pratique personnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer en connexion avec ça. Les replays, je vais vous les avoir sur la page de Kilotoa ou sur ma page. Et puis bien sûr, je serais ravi si vous-même vous faites des webinaires, de participer aux vôtres. Si j'arrive à en trouver le temps, parce qu'en ce moment c'est un peu dur, mais quand j'ai le temps, je le fais avec plaisir. Merci à vous, Raphaël. Merci à toi. Je vous vois tout d'un coup, puis depuis le début, je suis toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci. À très bientôt. À très bientôt. J'ai pas toutes les vignettes, donc excusez-moi si je réponds pas à votre signe de main. Voilà, merci, Carles. À très bientôt. Et puis donc, j'en conclus qu'il n'y a pas d'autres questions. Ça vous viendra peut-être. Alors, je close cet atelier. Merci beaucoup pour votre participation. J'oublie pas Salma qui m'a permis de mettre le lien vers le nuage de mots tout à l'heure. Un très grand merci à tous. C'était une belle collaboration de tous. Les questions des uns ont alimenté l'idée des autres. Et puis vraiment, je vous dis, j'ai été vraiment bluffé par les exercices qu'on vient de faire. Hein. Par votre capacité, notamment sur le jeu là dans la salle. Je pensais qu'on n'allait pas finir. Vous m'avez un peu piégé. Je pensais qu'on allait se planter avant. Donc voilà. Et puis je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie perso. Et puis espérons tous qu'on puisse se retrouver en vrai bientôt. C'est mon petit vœu. Merci. Plaisir partagé pour tout le monde. Merci Fabienne. Je suis là jusqu'au bout, donc allez-y. Je reste au cas où il y a des personnes qui. Ah bah tiens, en fait. Ouais, oui, merci beaucoup Cécile pour ce feedback, très gentil. Je suis juste dans la relation, ça me fait plaisir d'entendre ça. Vraiment, ça me fait ma journée. Là. Un grand merci. Maman conviviale, merci Julie, merci beaucoup. Merci pour tous ces feedbacks, ça me fait vraiment plaisir. Je suis pas reboosté. J'ai une formation là bientôt avec des personnes qui sont un peu en retrait, donc ça va me faire du bien de me baser sur ça. Mon ego est nourri et moi aussi, ça va me donner la patate. C'est quoi cette formation? Là, j'ai bientôt une formation là sur la relation commerciale pour une enseigne de l'immobilier. Et parfois, voilà, les relations commerciales c'est pas forcément quelque chose qui est intégré par tout le monde. C'est-à-dire que parfois on veut qu'ils aillent vers le commerce, mais eux n'ont pas envie. Donc les formations viennent comme ça parfois en disant forme-toi.
Mais la personne, si elle n'a pas l'impression d'en avoir besoin, c'est parfois difficile. Ouais. Moi, ça m'intéresserait, mais c'est peut-être pas le lieu, mais je serais très intéressée d'échanger avec toi sur ton parcours, justement, dans le cadre de ta reconversion. Avec plaisir, oui, carrément. Du Carrément, coup, quand tu veux, tu m'envoies un message. je t'envoie un message sur LinkedIn. Je te préviens d'avance, il est possible, n'hésite pas, alors que je ne sois pas super réactif en ce moment, mais ce que je te garantis, c'est qu'on échangera. Je ne sais pas quand, mais envoie-moi le message et puis on échangera. Il est possible que oui, et pas de parfois, problème. ça mette un peu de temps parce que je dis ah ouais, mais non, là, je peux pas. Je t'annonce par avance pour pas que tu sois trop. Non, il n'y a pas d'urgence, donc merci. Ça roule. Comment visualiser le début du webinar, me pose Aurélie. Eh bien, Aurélie, tout simplement, tu peux te connecter au lien que j'ai envoyé, c'est-à-dire que tu vas sur le groupe Kilotoa sur LinkedIn. Et en fait, sur ce groupe, en fait, on poste les replays si tu as raté le début. Et tu peux aussi me rajouter sur LinkedIn dans tes contacts. Je le posterai aussi sur mon mur parce que je suis toujours très fier de ce que j'ai fait. Ah bah oui, je veux bien, Salma, ouais, carrément. On peut échanger là-dessus. Hop, je veux bien. Tac. Je prends. Merci, Salma. J'en ai pas mal d'autres aussi. Hein. Je ne vous ai pas tout dit. Je vous ai dit les trucs qui me venaient comme ça. Mais de toute façon, aujourd'hui, en termes de ressources d'Icebreaker, vous avez quand même pas mal de choses à distance qui vous pouvez. Voilà. Mais après, c'est toujours intéressant d'avoir l'expérience de la façon, de la bouche de la personne qui l'utilise, comment elle l'utilise. Parce que comme ça, sur le web, vous les trouvez, mais parfois, ce n'est pas très explicite, je trouve, l'utilisation de ces icebreakers. Et parfois, moi, j'ai utilisé certains icebreakers que je détourne. Par exemple, je vous en donne un là qui me vient comme ça. C'est j'utilise des emojis et je fais des rébus emojis pour leur faire deviner des titres de séries. Par exemple, sur les publics jeunes, ça marche pas mal. Voilà, puis en plus, ça me fait travailler ma créativité, donc c'est pas mal. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, mais après, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux non plus. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure pour faire connaissance autrement. Ouais. C'est par exemple, si j'étais une voiture, un objet, une ville, un parfum, je Oui. serais ça parce que, et donc ça révèle forcément des valeurs, des traits de personnalité. Et vraiment, à chaque fois, je suis surprise et j'observe surtout que les participants sont subjugués. Comme tu disais, ça fait 15 ans qu'ils bossent dans le même service, dans un bureau d'études, par exemple, et ils disent « Ah, mais incroyable, quoi, t'aimes la couleur rouge parce que ouais, ça t'évoque, je sais pas quoi, la vitalité, ça t'évoque les coquelicots, j'en sais rien, et moi, j'adore les coquelicots parce que blablabla. Et là encore, pareil, comme en impro, ils partent dans un récit du poids qui est juste incroyable. Et en 2 minutes, ils en savent beaucoup plus sur la personne que l'ayant côtoyé soi-disant pendant 15 ans. Franchement, c'est génial. Mais merci beaucoup parce qu'effectivement, ça marche super. Sinon, ce qu'on fait aussi, nous, chez Kilotoa, c'est parfois on demande aux gens de venir avec un objet qui leur est cher. Oui. Qui leur est cher et ils expliquent pourquoi. Et parfois, il y a des belles choses qui se passent à partir de ça. Parce que comme, en fait, en visio, ils sont toujours chez eux, c'est plus facile parce qu'ils ont des choses à proximité, en fait. Et là, du coup, tu peux faire des choses que tu peux pas faire en présentiel. Tu vas pas leur demander de venir avec un objet surtout si c'est un lampadaire ou j'en sais rien. mais par contre, il y a des très, très belles choses. Parce que c'est vrai qu'il y a une autre dimension. J'en avais pas parlé, Eric, tout à l'heure, ça me vient maintenant. Mais qu'il y a une dimension particulière à la formation en visio parce qu'ils sont chez eux. Et donc, on a un rapport un peu différent. Il y a une sorte d'intrusion quand même dans son moi profond. Donc, il y a un vrai rapport différent à des classes virtuelles qu'à une présentielle où on a parfois en présentiel la protection du fait qu'on est dans un cocon différent. Et là, on est nous-mêmes. Et on est un peu parfois, quand on a quand on a certaines blessures ou qu'on veut cacher certaines choses, c'est difficile Il y a même, j'avais lu un article il n'y a pas longtemps sur le fait qu'il y a une vraie inégalité qui se creuse aujourd'hui entre les gens qui peuvent s'isoler, comme moi par exemple, même si je suis dans ma chambre à coucher, je peux quand même m'isoler. Et par exemple, je m'imagine dans mon précédent appartement, en fait, c'était impossible de m'isoler. Et puis parfois, j'ai honte de montrer mon intérieur. Et il y a une vraie, il y a des trucs bizarres qui se passent avec la relation à distance. Vraiment des trucs bizarres. C'est pour ça qu'ils proposent aussi des backgrounds maintenant. Oui. Voilà, c'est aussi une astuce.
C'est une astuce. Par contre, tu vois, ce que je vois avec les backgrounds, je trouve, c'est que c'est un filtre en plus dans la relation. Je trouve que ça détériore la relation, en fait, les filtres. C'est que on est dans un espèce d'espace où c'est pas vraiment la personne qui est en face. Déjà que c'est détérioré par la distorsion de l'image, c'est détérioré par la distorsion du son, mais c'est aussi détérioré par exemple, alors évidemment, hein, je suis d'accord avec toi, Salma, c'est une manière, mais par exemple, moi, j'utilise jamais, même si derrière on voit mon lit, je m'en fiche, je préfère ça que mettre un background, tu vois, parce que c'est parfois, il y a une oreille coupée, ça fait un truc bizarre, je trouve. Ouais, je partage aussi. Et après, les gens font comme ils peuvent, hein, et je respecte complètement les fonds d'écran, mais pas, je trouve aussi que ça, du coup, il y a moins d'authenticité. Enfin, il y a un truc dans la relation qui est différent. En même temps, ça permet juste de ne pas s'empêcher d'eux. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Julien, par rapport à l'exercice que tu évoquais, clairement, si l'exercice par rapport à l'objet que tu aimes, tu ne peux pas le trimballer forcément s'il est lourd. Si je te dis un piano, mais en même temps, je t'invite à ne pas t'empêcher de le faire non plus. C'est pour ça que ce truc, c'est quoi ton objet préféré? Tu peux m'en parler, même si je ne le vois pas. Je vais peut-être me l'imaginer, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'est-ce qui fait que tu aimes cet objet-là. Oui, c'est surtout ça qui est intéressant. Voilà. Ouais, c'est surtout ça. Non, moi, je me limite pas du tout. Par contre, j'ai toujours cette attention à ce qui se passe, en fait. Et notamment, j'observe quand la personne, par exemple, il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, une personne, je lui demande de mettre la caméra. Vous savez, c'est la guerre des formations, je lui demande de mettre la caméra. Et la personne, elle me dit non, une première fois. Et puis après, elle me dit, je lui dis, mais tu sais, tu peux, parce que quand même, comme c'était un groupe comme ça, comme on a fait, il n'avait pas de caméra, pas de micro. Donc, difficile, vous voyez le truc. Mais tu sais, tu peux utiliser le téléphone aussi pour te connecter. Puis là, je vois dans le chat, ouais, mon téléphone, il n'y a plus de batterie. Donc là, j'ai senti que, bon, il ne fallait pas insister. Voilà, j'ai dit, bon, bah, ok, d'accord. Je trouve, moi je suis embêté parce que effectivement, pour le groupe, c'est moins riche. Mais je comprends. Et après, l'après-midi, j'ai retenté. Et ce qui est marrant, l'après-midi, il m'a redit, non, je peux pas rentrer chez moi, donc j'ai pas mon chargeur. Bon, ok, d'accord. Et donc là, ce qui est marrant, c'est que là, dans cette session-là, j'avais à distance et en présence, et je l'ai vu en présence. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai compris après derrière. C'est une personne qui était vraiment très analytique, qui prenait du recul, qui avait voilà. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, c'est génial quand ça se passe comme ça, c'est que du coup, il a pris son analyse à distance, donc il était vraiment en retrait, et en présence, il a fait toutes les mises en situation. Parce qu'on ne l'avait pas non plus été le chercher. Si je pense que j'avais été un peu plus agressif et un peu plus directif, je pense qu'en présence, il aurait été beaucoup en rejet, quoi. Après, je rationalise a posteriori, ça se trouve, j'y suis pour rien. C'est juste qu'il n'est pas en vif, c'est tout. Ouais, je suis d'accord avec toi, Cécile, le coup des filtres bizarres. Parfois, effectivement, on disparaît complètement de l'écran. Moi, j'adore, c'est le filtre. Finalement, de drôle. Ouais. Alors, quand c'est un peu maîtrisé, mais bon, c'est pas forcément, je suis d'accord que c'est pas tout le temps, quoi. Mais après, tu sais, moi je l'ai jamais fait, mais là j'ai une idée qui m'apparaît. Ça peut être marrant aussi de jouer avec les filtres, de créer des histoires avec les filtres. Par exemple, tu mets un fond d'écran avec quelqu'un qui te parle. C'est ça. Tu peux faire des photos comme ça avec le filtre. Voilà, c'est que c'est juste de nouvelles frontières pour développer la créativité. Je trouve vraiment qu'à distance, on peut faire des trucs formidables, mais qui simplement sont pas les mêmes zones et les mêmes points d'attention qu'en présence, en fait. Je suis pas du tout l'ayatollah de dire je regrette la présence. En plus, ça me fait moins de déplacements. Donc je veux dire, il faut voir aussi le côté positif. Mais par contre, c'est sûr qu'on peut pas travailler les mêmes choses. On peut pas mettre la focale sur le même chose. Mais par contre, il y a des trucs vraiment intéressants qui ressortent à distance, je trouve. Ouais, je suis d'accord, je partage. Il y a une zone encore à explorer qui paraît aujourd'hui peut-être de la contrainte, mais qui peut peut-être se transformer en opportunité, quoi. Ouais, tout à fait. Et moi, je vois que ça comme une opportunité d'ailleurs. Il y a des contraintes inhérentes, comme il y a des contraintes en présentiel. En présentiel, aujourd'hui, il y a d'autres contraintes du type, moi, ce que j'observe, c'est que en présentiel, on n'a pas le temps d'ingérer. On a 2 jours présentiels, mettons. Et ben, en présentiel, c'est comme si les 2 jours resserrés, on devait tout intégrer directement tout de suite. Et ben, ça a ses limites, quoi. Si je fais 2 jours de prise de parole en présentiel, alors évidemment, on a le blended où on fait des étapes comme ça, etc. Mais il y a toujours ce prisme déformant du présentiel, de la place qu'on trouve dans le groupe. Parfois, c'est plus intéressant de se mettre à distance comme ça
pour commencer à trouver sa place et ensuite se rencontrer en présence. Enfin bref, c'est plein de choses. Quand on n'a pas le choix, c'est vrai que du coup, regarder ce qu'on peut en faire ouvre pas mal de choses. Ouais, complètement. Par contre, je rejoins Salma dans ce qu'elle nous met dans le chat. La corporalité, ça, on la retrouve pas, très clairement. Enfin, j'ai essayé des trucs, en me mettant loin de la caméra, en faisant bouger, etc. Mais au-delà de la corporalité, on peut peut-être trouver des choses en corporalité, mais c'est surtout les énergies, en fait, la transfert d'énergie qui se passe en présentiel, en fait, qu'on n'a pas. Cette spontanéité du moment qui fait que, waouh, il se passe un truc là. Je voulais juste intervenir pour vous dire que le fond que j'ai mis, c'est accidentel, c'est parce que j'ai fait des essais avec un ami sur Zoom et que je n'arrive plus à enlever ce fond. Donc, j'aurais préféré que vous voyiez mon intérieur, mais je sais vraiment comment faire. Mais Dominique, c'est trop drôle parce que tout à l'heure, on parle de fond. Ceux qui mettent des fonds, vraiment, je comprends pas. Je trouve ça pas mal. C'est pas mal. Dominique, moi j'aime. C'est le port de Sainte-Marine en Bretagne, dans le Finistère. Donc, je suis finistérienne, je suis quimpéroise. Donc, j'avais mis ça pour égayer un peu c'est la grisaille dehors. Hyper agréable, en fait. C'est ressourçant. Moi, ce que ça m'évoque, c'est j'ai envie de vous poser la question, Dominique, c'est est-ce que vous pouvez nous décrire votre véritable intérieur? Oui, alors je suis très triste de ne pas être en présentiel parce que moi, j'ai fait du théâtre amateur et j'aimerais refaire de l'impro parce que j'en ai fait à l'occasion, mais jamais de l'impro spécifiquement. Et c'est quelque chose l'improvisation verbale, je suis très à l'aise. Par contre, tout ce qui est corporel, je suis bloquée. J'ai un problème de corps, donc j'aurais aimé travailler ça. Et là, en distanciel, je suis complètement figée et je ne suis pas photogénique en plus. Donc, je trouve qu'on perd énormément à nous voir comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette croyance limitante là? C'est que je suis pas photogénique. Je vous assure. Moi, je trouve ça très dommage. En plus, je suis dans l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi. Là, je recherche une opportunité en ce moment. Et je suis privée de ce que ce métier peut m'apporter parce qu'on me propose de travailler 3 jours sur 5 en distanciel. Ce n'est plus du tout la même relation. La relation est différente. Effectivement, ce n'est pas la même relation. Vous avez raison. Et ce n'est pas du tout la même capacité à énergiser les gens, à les dynamiser, à les rassurer. Il y a une distance dans les rapports. Enfin, c'est complètement différent. C'est différent. Après, je pense vraiment qu'on peut toucher autre chose, en fait, via la distance. On peut toucher et qu'il y a un domaine là d'expérimentation dans votre métier, en l'occurrence, qui peut être très intéressant, je trouve, de trouver. Alors, évidemment, ça ne remplacera pas la présence, mais ça ne se substitue pas non plus. C'est-à-dire que c'est autre chose, comme vous le disiez juste avant, je trouve. Ça n'est que mon point de vue. Du coup, focalisez-vous sur ces opportunités. Moi, ce que je vous encouragerais à faire, Dominique, c'est focalisez-vous sur ces opportunités. Faites taire cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas photogénique. Et allez-y. Allez-y. D'autant plus que j'ai des lunettes depuis peu parce que j'ai eu un ulcère de la cornée en 2020 et que sur l'écran, j'ai les yeux rouges. Donc, je ne peux pas porter mes lentilles et donc je ne suis pas à l'aise avec mes lunettes. Mais c'est ça ou avoir les yeux rouges. Donc, je préfère quand même ma santé. D'accord. Mais je ne me sens pas moi-même avec des lunettes. Il y a un écran entre moi et le monde, quoi. Ça fait 35 ans que je fais des lentilles. Ben, vous allez voir que petit à petit, ça fait partie du fait et vous allez finir par l'accepter qu'il y ait des lunettes et vous allez voir que vous allez découvrir des ressources insoupçonnées en vous. J'en suis sûr. C'est-à-dire que vous serez Dominique avec des lunettes et vous allez finir par l'accepter et ça sera très bien. Ben, c'est comme ça. C'est juste que c'est comme ça, c'est pas qu'on a le choix. Vous avez le choix de les enlever. Mais je ne vous vois plus, donc c'est du coup, c'est un choix que vous faites en conscience. Je veux dire, vous les avez. Du coup, vous allez finir par l'accepter de les avoir. Parce que ça vous ouvre le monde sur plein de choses. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, quand on est en présentiel, on est dans un espace différent. On n'est pas chez soi, on n'a pas les mêmes réactions. Du coup, on est beaucoup plus concentré. Là, moi, tout à l'heure, je n'arrivais pas à faire les jeux parce que j'étais à peine réveillée. Donc, je me suis dit, si je commence, ça va être n'importe quoi. Alors que si j'étais venue chez vous, je me serais préparée, j'aurais été obligée de prendre le métro, donc j'aurais été réveillée quand je serais arrivée. Je vais vous dire, 47 personnes chez moi, on aurait été très à l'étroit, une personne par mètre carré quasiment, donc pourquoi pas, mais il y a un petit cadeau pour vous de la part de Pauline dans le menu discussion, vous allez voir. Vous allez voir. Alors, attendez. Je laisse le découvrir. Merci, c'est très sympa. Mais c'est sympa. Je retiens le compliment, mais je ne suis pas rassurée. Arrêtez-vous là. Pas de mais, on a dit. Alors, sachez que tout ce qu'on est en train de se dire, c'est enregistré, donc je vais l'arrêter maintenant. Je
je vais l'arrêter maintenant. Je trouve ça sympa, c'est spontané ce qui s'est passé entre nous là. Donc, par contre, là, je l'arrête et arrêtez pas d'être spontané pour ça, hein, mais hop, j'arrête là maintenant.